Bonjour à tous et bonjour à toutes. Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre petit périple au niveau de la structure et on va parler des matériaux. Quoi? Tous les matériaux? Non, on va rester sur les matériaux de construction et on va quand même simplifier un petit peu tout ça parce qu'on est en STI 2D, surtout que des caractéristiques des matériaux, il y en a presque une infinité. Quoi? Oui. Il y en a beaucoup, surtout qu'en plus, même dans nos définitions des états solides, gazeux, liquides, des fois on ne sait plus trop où on marche. Par exemple, le verre, est-ce que c'est un solide ou un liquide? Ou aucun des deux. Quoi? Ouais, et si jamais on rajoute en plus les mélanges, par exemple un acier, c'est quoi? Un acier, c'est un mélange de 2, 3, 4, voire plusieurs éléments. Donc même quand on dit acier, combien il y a de nuances d'acier? Je ne suis même pas capable de vous le dire, mais il y en a énormément. Quoi? Oui, donc il va falloir qu'on simplifie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la classe inversée. Quoi? Comme je l'ai dit en introduction, des caractéristiques, il y en a énormément. On peut citer les caractéristiques acoustiques, atomiques, chimiques, électriques, des caractéristiques de fabrication, mécanique, magnétique, optique, thermique, écologique, des caractéristiques même, pourquoi pas, de coût, de tenue à la peinture, d'approvisionnement, de tenue à l'humidité, de tenue au feu, etc., etc., etc. Il y en a, on ne sait plus quoi en faire, donc on va simplifier. Je ne vais parler que de quelques caractéristiques mécaniques que j'ai choisies par rapport au fait qu'on les voit très souvent et qu'en plus elles apparaissent dans les logiciels qu'on utilise, plus une caractéristique thermique. Voilà, parce que pour moi elle est importante. Les caractéristiques que j'ai choisies, la masse volumique, classiquement, le module de Young, la limite d'élasticité, le module de cisaillement, le coefficient de Poisson, oui, il fait toujours rire, et le coefficient de dilatation thermique linéaire. Alors la masse volumique, très rapidement, parce qu'on l'a déjà vu, M égale ρV. La masse est égale à la masse volumique fois le volume. Donc l'unité de ρ, qui est la masse volumique, est en kg par mètre cube. Voilà. Deux exemples, l'acier, on est à peu près aux 7500 kg par mètre cube, ça dépend des aciers, et le pain, qui est un bois, PIN, c'est plutôt du 500 kg par mètre cube, donc on voit que c'est vraiment pas les mêmes poids. Le module de Young, un peu plus intéressant, il caractérise en fait ce qu'on peut appeler aussi le module d'élasticité longitudinale ou le module de traction. D'accord? En fait, c'est entre guillemets la rigidité du matériau, parce que des rigidités, il y en a beaucoup, différentes. Par exemple, sur un essai de flexion, plus le module de Young sera haut, et moins ma poutre va fléchir. Donc c'est une sorte de résistance comme ça à la déformation. Ce module de Young, on le retrouve sur le diagramme de contrainte déformation, par exemple sur un essai de traction, où là on voit qu'il y a une pente. Alors il y a deux domaines, il y a le domaine élastique, il y a le domaine plastique, et après il y a la rupture. D'accord? Le domaine élastique, je prends l'élastique, excusez-moi, je prends l'élastique, d'accord, et je tire. On voit qu'au niveau de mon élastique, quand je tire et que je relâche, on revient à sa forme première. Là, on est dans le domaine élastique, d'accord? Il n'y a pas de rupture, on est réversible. Par contre, si jamais je commence à tirer vraiment très très fort sur un élastique, à un moment, je sens que ça va tirer fort, ça va même craquer, et là, je vais rentrer dans le domaine plastique, et ça ne sera plus réversible totalement, mais en partie réversible, et en partie irréversible. Si je prends un autre élément, par exemple, la pâte à modeler, excusez-moi, hop, de la pâte à modeler. Donc au niveau de la pâte à modeler, par contre, on a très peu d'élasticité. On en a un petit peu quand même, on tire un petit peu, ça revient à sa forme, ça dépend des pâtes à modeler. Par contre, si je commence à tirer un peu plus, ça revient plus. Donc là, on est dans le domaine plastique, et bien sûr, là, on a rupture, d'accord? Donc on voit qu'on a ces deux domaines-là, plus la rupture, et le module de Young, il correspond à la pente dans le domaine élastique. Donc le module de Young est calculable dans le domaine élastique, et c'est là qui nous intéresse le plus. Le module de Young, il faut se rappeler que c'est E, comme Young,
Non, bref, c'est E, il est en mégapascal, mais très souvent en gigapascal. D'accord? Parce que c'est des chiffres tellement gros qu'on veut des gigapascales. Par exemple, l'acier, on est sur du 210 gigapascal, alors que du bois comme du chêne, on est plutôt dans les 12 gigapascal, donc on voit qu'on n'a pas du tout le même module de Young. Hein. Accessoirement aussi, c'est intéressant de se rappeler de la loi de Hooke, qui dit que la contrainte, c'est égal au module de Young fois l'allongement relatif. L'allongement relatif, c'est l'allongement relatif. D'accord? C'est par rapport à la longueur de la barre. On verra ça peut-être un autre jour, à moins que vous l'ayez déjà vu en physique. Voilà, donc plus le module de Young, pour une même contrainte, si le module de Young augmente, et bien forcément l'allongement relatif diminue. Voilà, dans la formule. Le module de Young, on l'utilise très souvent, c'est à retenir par cœur, à savoir comment il fonctionne à peu près par cœur. J'ai envie de rester donc sur mon diagramme, hein, parce qu'il y a une autre limite qui est intéressante, c'est la limite d'élasticité. On voit que dans le diagramme, j'ai une pente qui est bien droite, bien linéaire, et à un moment elle s'arrête et après on passe sur la plasticité. Et bien cette petite étape-là, c'est ce qu'on appelle la limite d'élasticité, qui peut être intéressante. C'est la limite après laquelle le matériau entre dans une phase irréversible. Et ça, on ne le veut pas. Hein. Bien sûr, une poutre en acier, si on commence à rentrer dans le domaine irréversible, ça veut dire qu'elle se déforme beaucoup trop. Donc cette limite d'élasticité, on ne veut pas la dépasser. On l'appelle RE. Elle est en mégapascal. Et par exemple, pour un acier, la limite d'élasticité, on est dans du 235 mégapascal, alors que pour un arbre, un résineux, on est sur du 20 mégapascal. On voit qu'on est toujours un petit peu dans la même... forcément, on se doute que l'acier est beaucoup plus résistant que le bois à ce niveau-là. Le module de cisaillement, je vais quand même en toucher un petit mot, parce qu'il est un petit peu spécial. On l'appelle aussi le module de rigidité. Hein, plus il est haut, plus on résiste au phénomène de cisaillement, hein, parce que le cisaillement, c'est quand même un phénomène particulier. Donc, il a forcément une contrainte particulière. On l'appelle G, grand G, il est en mégapascal. Et par exemple, pour un acier, on a un module de cisaillement de 85 000 mégapascal. Pour du pain, on est à 1000 mégapascal. Donc, on voit vraiment qu'au niveau cisaillement, le bois résiste beaucoup moins bien que l'acier, même si, attention, hein, les fibres du bois font que dans un sens, ça reste mieux que l'autre, mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, il faut savoir que le module de cisaillement, ça existe. Voilà, et que si à un moment, vous devez calculer le cisaillement, bah, c'est là qu'il va falloir se souvenir, tiens, il y a un module. Et après, on verra les formules, mais je tenais quand même à en parler. Celui qui fait toujours rire les élèves, le coefficient de Poisson. Oui, c'est drôle, ça n'a rien à voir avec du poisson, mais c'est drôle. En fait, le module de Poisson, c'est la contraction de la matière perpendiculairement à la direction de l'effort. D'accord? C'est-à-dire que si mon effort, si je tire, si je suis en traction, je vais rechercher mon élastique. Hop, voilà. C'est-à-dire que à ce niveau-là, quand je tire, on voit que je tire donc de droite à gauche et de gauche à droite. Quand je tire, on voit que mon élastique, eh ben, il rétrécit. D'accord? Au niveau de l'épaisseur, il rétrécit. Et ben, le module de Poisson, le coefficient, pardon, de Poisson, il parle de ça. D'accord? Donc il y a une formule que vous verrez un peu plus tard, de coefficient de Poisson, mais il faut savoir que le coefficient de Poisson est aussi relié à d'autres caractéristiques. Voilà, je dis comme ça, parce qu'à un moment, peut-être que vous allez les voir apparaître. Donc en fait, par rapport à la longueur que je tire, je vais pouvoir calculer quelle va être son épaisseur, sa finesse. Par contre, le coefficient de Poisson, qu'on appelle V, un petit V, il varie entre -1 et 0,5. Alors on est plutôt dans les 0,3, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Hein. Voilà, parce que vu comme il se calcule, avoir un négatif, c'est un peu bizarre. C'est avec des matériaux artificiels, des choses comme ça, on n'en parlera pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que par exemple pour un acier, le coefficient de Poisson, j'y tiens au module de Poisson, c'est le coefficient de Poisson, c'est à peu près du 0,3, alors que pour du pain, encore une fois un arbre, c'est 0,2. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'écart, donc le coefficient de Poisson, le truc c'est qu'on peut le retrouver dans des logiciels, les logiciels qui nous le demandent, et surtout, il réapparaît dans certaines formules, qu'on verra plus tard, ou quand on en aura besoin dans certains projets. Et il me reste le coefficient de dilatation thermique linéaire. Oui, alors pourquoi je le rajoute celui-là? Je le rajoute parce que déjà, en fait, dans les sujets d'enseignement technique transversal, ETT, hein, en STI 2D, ben on le voit. Quand même, on le voit apparaître assez souvent dans les sujets. Et en plus, c'est très intéressant comme caractéristique, donc je tenais à le signaler. Pour moi, c'est une caractéristique du matériau qui est vraiment très intéressante. Parce que
ce coefficient de dilatation thermique linéaire peut permettre de calculer quelle va être la dilatation d'un objet, par exemple d'une barre, lorsque la température varie. Et forcément, ça c'est intéressant dans tout ce qui est, par exemple, pont, passerelle, ou même dans une maison. Hein. Mais j'imagine que vous avez déjà vu au bout des ponts une sorte d'espace un petit peu bizarre. Et ben, c'est ce qu'on appelle un joint de dilatation. Il y en a aussi même dans les maisons, dans les carrelages. Vous avez un carrelage, vous avez un joint de dilatation. Parce que justement, si un matériau, imaginez, hein, un matériau sur un pont en acier, tout d'un coup le pont, il fait chaud, donc l'acier va prendre plus de volume, va se dilater, et s'il est maintenu des deux côtés, le pont, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il risque de casser. D'accord? Donc ce joint de dilatation qu'on voit, que vous allez maintenant regarder en disant je sais ce que c'est, et bien ce joint de dilatation, justement, l'intérêt c'est que si le matériau il va, alors c'est pas gonfler, c'est pas très très joli gonfler, mais c'est presque un petit peu ça, il va se dilater, ben dans ce cas-là, on va avoir un espace dans lequel et ben, mon pont va pouvoir bouger. Donc en effet, le pont n'est pas encastré de chaque côté. Hein. Eh ben non, toujours pas. Voilà. Le coefficient de dilatation thermique linéaire, la formule n'est pas compliquée, hein, c'est un delta L, c'est égal à alpha fois L0 fois delta T. D'accord ? Il faut savoir que cet alpha de coefficient de dilatation thermique est en Kelvin, en degrés Kelvin, ok, à la puissance moins 1. Donc c'est Kelvin moins 1. Un détail. Le fait est qu'on fait des delta T. D'accord ? Donc en fait, si vous faites le calcul tout en degrés Celsius ou tout en degrés Kelvin, ça ne changera rien. Faut pas se bourrer. Parce qu'un delta T, qui soit en degrés Kelvin ou en degrés Celsius, ça donnera la même valeur. Je vous laisse revoir vos cours de physique là-dessus. Voilà. Pour un acier, par exemple, alors par contre, on a des puissances un peu dingues, mais pour un acier, par exemple, on peut taper du 11 fois 10 moins 6 degrés Kelvin. Alors que pour un polyéthylène, ouais, j'ai changé. Donc j'ai pris un plastique, hein, par exemple les plastiques d'emballage, c'est du polyéthylène. Et ben le coefficient de dilatation, c'est 208 fois 10 puissance moins 6. Donc on voit forcément que ce genre de plastique, et ben, par rapport à la chaleur, il se développe, il gonfle, il se dilate beaucoup plus qu'un acier. Et ça, c'est quand même intéressant de le savoir, de le prendre en compte, parce que la formule n'est pas compliquée. Et ça peut être sympa de passer ça au projet de bac, et en ETT, on le voit très souvent. Je sais, certains d'entre vous sont frustrés parce qu'il n'y a que quelques caractéristiques mécaniques. Oui, mais il ne faut pas oublier qu'on est en STI 2D. Et que finalement, on apprend les choses quand on en a besoin. Voilà, sachant que ces caractéristiques-là, on les retrouve dans des logiciels comme RDM6 et SolidWorks qu'on utilise nous. Donc je ne vois pas pourquoi j'irais parler de choses qu'on n'utilise pas, ça ne sert pas à grand-chose. Les formules qui sont associées à tout ça, on les retrouvera quand on en aura besoin. Voilà. Quand on rentrera sur les flexions, traction, compression et autres, là, on alignera beaucoup plus de formules, ça sera plus intéressant pour ceux qui adorent ça. Mais pour ceux qui sont frustrés de ne pas avoir, que je n'ai pas parlé de toutes ces caractéristiques mécaniques, voici une liste. Ouais, allez, voilà, hop, c'est fini. Allez, on passe aux exercices. Alors, le premier exercice, c'est un essai de traction. D'accord ? J'aimerais que je vous donne des éprouvettes, des images d'éprouvettes, plus ou moins pétées, et je vous donne donc ce fameux diagramme. J'aimerais que vous mettiez donc sur la feuille d'exercice une flèche qui indique pour chaque phase pour chaque éprouvette, où est-ce qu'elle se situe dans la fameuse courbe. Voilà. Où est-ce que vous verrez bien cette éprouvette-là, pour voir si vous avez compris chaque étape à quoi elle correspond. Voilà, d'accord, c'est la première étape. Deuxième étape, donner un nom à ces étapes-là. Alors, il n'y a pas 50... vous pouvez choisir un nom un petit peu... Enfin, qui veut dire ce que ça veut dire. On en est où? Il y a des mots que j'ai dit dans la vidéo que vous pourrez réutiliser, donc donnez un nom. Et enfin, j'aimerais bien que vous me donniez la valeur de la limite d'élasticité. Vous entourez, vous mettez la valeur de la limite d'élasticité pour voir si vous avez compris où est-ce qu'elle se situe sur le graphe. Deuxième exercice, on a une barre en traction. Voilà, hein, on a une barre, on la tire en traction.
J'aimerais bien que vous calculiez simplement le coefficient de Poisson, sachant que le L0, petit L0, donc c'est-à-dire sur l'épaisseur, est de 10 mm. Le petit L, donc toujours sur l'épaisseur, est de 8 mm. Okay. Le grand L, donc la longueur L0 vaut 100 mm. Et enfin, la longueur finale, grand L, vaut 180 mm. Donc vous me calculez tout simplement le coefficient de Poisson. C'est pas très compliqué, mais je veux formule, je veux développement numérique et je veux le résultat. Allez, un petit dernier pour la route, comme on dit, d'exercice bien sûr, que je regarderai en classe aussi. On pose des rails sur une voie de chemin de fer. D'accord? Il fait 20 degrés, on est bien, on est heureux, et on pose des rails d'acier. Je tiens à signaler, un acier dont on a vu des caractéristiques avant, sur la voie de chemin de fer. Chaque rail fait 30 mètres de long. Ok? Et je simplifie l'exercice. D'accord? On ne prend pas en compte les systèmes de fixation, tout ça. Mais chaque rail fait 30 mètres de long. D'après vous, quel doit être l'espace que je dois laisser minimal entre deux rails si jamais on s'attend à ce que la température maximum en été soit 35 degrés Celsius? Voilà. J'ai les rails les uns après les autres. Il faut que je laisse un certain trou entre les deux. Hein. Vous voyez pourquoi? Il fait 20 degrés et en été il fera 35 degrés. Donc le matériau il va faire quoi? Voilà. Bon. Eh bien, qu'est-ce que je dois laisser comme valeur minimale entre les deux rails pour que les rails ne se cassent pas, ne s'explosent pas l'un contre l'autre? Voilà. Bon. Il y a un petit piège. Et on corrigera ça en classe. Voilà. Et voilà, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, comme certains l'ont peut-être vu, je n'ai plus de micro, d'accord? Et je suis relativement prêt parce que je fais ça avec mon téléphone. Oui, parce que la caméra que j'avais achetée, il est vrai, pas très cher, et ben je sais pourquoi je l'avais acheté pas très cher. La batterie ne tient pas, la qualité est misérable, c'est une catastrophe, donc je vous conseille de ne pas acheter de Bunstinger. Voilà, je ne le dirai pas autrement. Donc, prochaine fois, on va continuer sur la structure, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet peut-être. Je sais pas, on pourrait parler de moments quadratiques par exemple, parce que ça a l'air de vous poser de gros problèmes et que c'est, je trouve, super intéressant, la résistance de la forme. Allez, bonne journée!